Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Dans cette vidéo, je vais me livrer à un exercice un peu différent. Je vais exposer et commenter un petit documentaire. Un documentaire consacré aux musulmans en France en 1989. L'objectif, c'est de s'interroger sur les évolutions de l'islam et des musulmans dans le pays. C'est aussi de mesurer l'évolution du traitement médiatique de l'islam. Resituons le contexte international. 1989, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. C'est la fin de la guerre froide et donc la fin d'un monde bipolaire. C'est aussi le début de l'hégémonie américaine sur le monde. En France, depuis 1981, le socialiste François Mitterrand dirige le pays et vient d'être réélu. 1989 est aussi l'année du bicentenaire de la très anti-religieuse Révolution française. Dans le monde musulman, les événements s'enchaînent. En Afghanistan, les Moudjahidines ont définitivement repoussé l'invasion soviétique. Se répand alors l'idée dans l'opinion occidentale d'une nouvelle résistance islamique à l'impérialisme. En Algérie, le Front islamique du Salut, qui va jouer un rôle capital dans le pays, est créé par Madani Belhadj. Enfin, dans l'Iran chiite, 1989 marque la mort de Khomeini, au pouvoir depuis une décennie. C'est donc dans un contexte où l'islam fait l'actualité qu'est produit ce documentaire. Mes commentaires seront relativement courts afin de ne pas influencer votre jugement. Comme tout reportage télévisé, les témoignages sont sélectionnés et montés dans une narration qui exprime une intention. Il faut donc exclure toute naïveté. Quand je vois les gens comme ça y aller à la prière,
quand je passe devant la mosquée comme ça me fait un drôle d'effet. Parce que c'est mes parents, c'est la religion de mes parents, de mes ancêtres. Si on veut. Mais tu ne pratiques pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'aventure, le boulot, la jeunesse, être entraîné par Pierre et Paul, c'est ce qu'on veut dire. Un de ces jours, ça va venir, ouais. Quand on va être un peu sage, des garçons qui grandissent, on les voit, après, on délaisse cette chose, et on commence à pratiquer. Et peut-être, si le Dieu le veut, ce sera la Mecque. On a une introduction très instructive. On débute par un cadrage serré sur une mère de famille qui fait la prière. Le champ s'élargit progressivement pour nous montrer des enfants qui regardent la télévision. Ils sont tournés vers la modernité alors que la mère est la seule à pratiquer la religion. Vous imaginez bien que le caméraman était présent dans le salon. Il s'agit donc d'un plan tout sauf naturel. On a ensuite le témoignage d'un homme maghrébin, peut-être kabyle, qui déclare ne pas pratiquer sa religion. Il donne une justification originale, être entraîné par Pierre et Paul. L'islam en France serait-il en train de devenir l'islam de France? S'il y a 15 ans, on ne comptait dans tout l'Hexagone qu'une dizaine de mosquées, on recense aujourd'hui plus d'1 millier de salles de prière. Des édifices financés par les royalties des pays musulmans, une multitude de locaux de fortune dans les foyers de travailleurs, les usines ou les HLM, ce véritable foisonnement révèle une sédentarisation des populations immigrées et la volonté de plusieurs millions de musulmans d'affirmer au grand jour leurs convictions religieuses. L'islam, d'ores et déjà seconde religion de l'Hexagone, interroge la laïcité française sur ses capacités d'accueil et cette insertion historique se fait parfois sans heurts comme à Asnières dans les Hauts-de-Seine où depuis plus de 10 ans les cultes cohabitent sereinement. Vers les années 76-77, nous avons acheté la mosquée, enfin la chapelle avec tout le terrain qui était à côté. Et on a transformé une salle qui servait aux organisations syndicales en salle de prière principale. Avec la municipalité, nous avons de très bons rapports. Nous avons même j'étais même félicité par le maire à 2 reprises. Avec les riverains, nous avons de très bons rapports. Oh, comment il s'appelle? Chacun est libre. Hein. Ça ne me gêne pas, si chacun se respecte les uns les autres, ça ne me gêne pas. Il faut les respecter. Hein. Vous avez beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens qui sont restés sur les champs de bataille en 14-18. Hein. Et puis c'était eux qu'on envoyait les premiers au feu aussi. Les Français ne savent pas tout ça. Nous, on le sait. Et les jeunes ne le savent pas. Voilà. Les premiers témoignages de non-musulmans sont favorables et bienveillants. Mais vous remarquerez que c'est en tant que maghrébins et descendants de soldats qu'ils sont respectés, pas forcément en tant que musulmans pratiquants. Insertion progressive de l'islam au paysage français, certes, mais la naissance de l'islam de France ne va pas sans créer quelques tensions. Intégrisme, djihad, tchador ou ayatollah, tels sont les clichés made in France d'un imaginaire tourmenté par l'islam. Les fantasmes d'une menace musulmane alimentée par les croisades d'extrême droite contre l'immigration. L'Occident perçoit l'islam de plus en plus comme une menace. Et il se crée une situation de tension, malheureusement grandissante. Et encore une fois, les événements qui interviennent dans les pays musulmans, comme cette malheureuse affaire Rushdie, par exemple, que nous venons de vivre. Là, on a une affaire qui est mentionnée. C'est l'affaire Rushdie. Écrivain britannique d'origine indienne, Salman Rushdie publie en 1988 un ouvrage très polémique, Les versets sataniques. Ce roman évoque et relaie une rumeur.
Satan aurait fait dire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam des paroles de mécréance afin de séduire les polythéistes. Cette histoire, rapidement mentionnée dans le livre de Rujdi, est pourtant choisie par l'auteur comme titre de son ouvrage. Des manifestations de musulmans hostiles ont lieu dans de nombreux pays. En Angleterre, 1500 musulmans brûlent ces ouvrages devant la mairie de Bradford. Des fatwas condamnant son ouvrage et appelant plus rarement à sa mise à mort sont promulgués dans le monde musulman. Salman Rushdie sera bien sûr présenté en Occident comme le héros de la liberté d'expression contre l'intégrisme. Il y a là une responsabilité qui est partagée, encore une fois, parce que, à mon avis, les musulmans devraient faire attention à ne pas entraîner l'islam dans des amalgames extrêmement préjudiciables à la fois pour la religion et pour la culture. La manifestation est interdite. Par cette décision infondée et arbitraire à nos yeux, le préfet de police a saboté un travail gigantesque de canalisation vers la légalité de la colère des musulmans du Rhône. Bon, on peut aller à l'extérieur de la place. Voilà, vous allez à l'extérieur, oui, vous êtes gentil. On voit ici que les musulmans, certes en petit nombre et sans excès, manifestaient sur un sujet qui était fortement polémique. Les policiers semblent plutôt conciliants à l'époque. Voilà, vous allez à l'extérieur, oui, vous êtes gentil. Je trouve qu'en France, on en est quand même envahi. Eh ben, s'ils veulent faire du gendarme, ils n'ont qu'à aller chez eux. Nous, si nous étions des travailleurs en Tunisie ou au Maroc, on leverait salon le petit doigt. Mais ils ne respectent pas la loi française, non, monsieur. non. Ils ne respectent pas la loi française. Ce qu'il y a, c'est que tant qu'ils sont là et qu'ils ne nous emmerdent pas, ça va. Hein? Mais quand ils font des attentats et tout ça, ça va plus. C'est du fanatisme, je dis. Et vous, les autres ne comptent pas. Il n'y a que leur point de vue qui compte, d'ailleurs on le voit. Hein. On le voit parfaitement, même chez eux. Ils sont d'un fanatisme outrancier, ils tueront leur cousin parce qu'il n'est pas du même avis. Tourne ainsi la ronde des stéréotypes sur l'islam. Mais le plus grave, c'est lorsque les pouvoirs publics entrent dans la danse, comme ici à Charvieux dans l'Isère, où le maire Gérard Desampes confond un projet de centre culturel musulman avec un projet de mosquée et ressort le registre des délires du Café du Commerce sur l'islam pour refuser son permis de construire. Effectivement, le maire a fondé toute sa campagne sur la haine raciale et l'incitation des gens à la violence. On a fait quelques tracts pour calmer les esprits. On a invité la population à venir visiter nos activités. Et de là qu'ils se sont rendus compte, on a eu quand même 875 personnes pour une commune, petite commune. C'est pas mal, c'est encourageant. Si vous voulez, je voulais simplement dire à monsieur le maire que finalement ce n'est pas une mosquée, c'est un centre culturel. Et un centre culturel, c'est un endroit plutôt pour qu'on puisse donner un coup d'appui. On fait de l'insertion, on fait rattrapage scolaire, on fait... Donc il y a uniquement 20% de nos adhérents qui sont pratiquants. Très intéressant. On a des témoignages d'hostilité vis-à-vis de l'islam, mais immédiatement tempérés par la voix off du documentaire. Plus étonnant, alors qu'aujourd'hui on pourchasse et dénonce les maires qui seraient complaisants ou complices avec l'islam radical, on critique ici au contraire un maire qui confond projet culturel et mosquée et joue sur les amalgames. On notera aussi qu'on voit de jeunes musulmanes voilées, sans que cela n'entraîne le moindre commentaire négatif. Tous ces blocages posent le problème de l'organisation de l'islam de France. En effet, aucune instance ne fédère la seconde religion de l'Hexagone et aucune autorité ne la représente auprès des pouvoirs publics. Le leadership historique de la mosquée de Paris est régulièrement remis en cause par des groupements associatifs comme la Fédération nationale des musulmans de France. Mais les contre-coups français de l'affaire Rushdie incite aujourd'hui le ministère de l'Intérieur à trouver un interlocuteur représentatif. À l'image du consistoire israélite, assistera-t-on bientôt à la création d'un consistoire des musulmans de France? Il y a une compétition
entre ces associations pour avoir le contrôle de l'islam en France. Ceci, c'est dans toutes les sociétés, c'est de nouveau la rivalité des groupes, parce que les groupes sont d'origine nationale différente, ils sont de références culturelles différentes, on a des Turcs, des Pakistanais, des Marocains, etc. Et chaque groupe essaye d'exprimer sa propre sensibilité ou sa propre relation, ou sa propre allégeance à des gouvernements d'origine, etc. Bon, tout ceci, ça fait partie du débat social, et du débat politique, et de la compétition sociale. Et encore une fois, qu'il y ait des références islamiques chez tous ces groupes-là, d'accord, mais je demande à ces groupes de bien faire attention, de ne pas mettre de nouveau sur le dos de l'islam des compétitions, des rivalités qui ont pour racine des obédiences politiques ou des obédiences ethniques ou des obédiences culturelles avec des langues différentes, etc. Tout cela doit être clarifié. الذين لم يتوحدوا حتى في بلادهم يصبحون مجتمعين متحدين. هذا أمر صعب، ولكن هذا لا يمنعنا إن شاء الله من المحاولات الكثيرة الواحدة بعد الأخرى حتى ونصل بحول الله عما قريب. يجونا الفرنساويين بكثر خيرهم على كل حال. قال لك يلزم المسلمين يتوحدوا. علاش الجمعيات وهذا؟ قلنا لهم صح. واحنا ماذا بينا المسلمين يتوحدوا. وعلاش ما تتوحدوش؟ قلنا لهم ما نتوحدوش لانكم انتم ما خليتوناش نتوحدوا. جيتوا لبلادنا باش تسيفيليزيونا. ساعة خليتونا مانيش عارف نقروا ولا كيف يقولوا العامة بقر الله في أرض الله. Deux petites précisions sur ce passage sans commenter les propos. Le premier intervenant était l'islamologue médiatique Mohamed Arkoun. Partisan d'une adaptation de la laïcité à l'islam, il militait pour une réforme profonde de la religion et de son patrimoine. Le second intervenant est Abbas Bencheir. Cet Algérien, recteur de la Grande Mosquée de Paris, était célébré à l'époque comme un partisan de l'islam des Lumières. Son fils est Ghaleb Bencheir, militant laïque très engagé aujourd'hui et rémunéré par l'État français. S'il s'agit de religion, l'islam, sa solution, c'est de penser aux ulémas. Et les ulémas se dégagent librement de la masse des croyants par leur science et par leur vertu, et non pas par la désignation des gouvernements, ni d'ailleurs par des élections majoritaires. Il faut reconnaître que ce sont ici des propos extrêmement pertinents venant de Jacques Berck, un orientaliste français. Il serait impossible de le dire aujourd'hui dans un documentaire au sujet des pseudo-imams autoproclamés représentant des musulmans. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit serait plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette république, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. الإسلام دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالعدو اللدود والعدو الأول والخطر الكبير الذي يهدد الإسلام هو تعقيد الإسلام وتيبيسه. تيبيس وكثرة حرام 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 بحيث نكثر من الحواجز على المسلم ونحبسه في مكان ضيق جدا. On voit que le reportage valorise un discours libéral assez classique, visant à rejeter une partie du livre pour construire un islam inoffensif et contrôlé par l'État. Nous ne sommes pas enfermés simplement dans la mosquée pour faire simplement la prière. L'islam, ce n'est pas... Si c'était celle-là, personne n'aura accepté. Donc on sait que l'islam, il commande au monde entier pour, pour toutes les choses. Et il y a des lois dans le Coran, comment agir pour toutes les choses.
Alors on ne peut pas enfermer l'islam dans une mosquée. Un musulman peut toujours être musulman, pratiquant, politicien et tout, parce que l'islam, il ne fait pas de différence entre ces choses-là, non. Non, l'islam, c'est tout. Ou alors on fait tout, ou alors on fait rien. Alors je ne pense pas que la pratique fait une différence entre la politique et tout cela, parce qu'il faut être déjà politicien dans sa maison. Ça, ce sont des propos qui seraient condamnés par le tribunal médiatique aujourd'hui. Mais le fondamentalisme en France, c'est avant tout le mouvement foi et pratique, dont l'allergie aux caméras illustre le refus de tout compromis entre islam et modernité. D'origine pakistanaise, ce courant islamique international forme de véritables missionnaires qui parcourent les cités immigrées pour faire revenir les mécréants à la maison d'Allah. Rien de commun, sinon la foi, avec les murides, qui eux protègent les limites de leur confrérie. D'origine soufiste, ce mouvement fondé au Sénégal de l'époque coloniale par Cheikh Ahmadou Bamba est marqué par l'intercession du marabout entre Dieu et le fidèle. Ce pouvoir permet l'organisation pratique de l'immigration et l'importation en France d'un label musulman Made in Dakar. La couleur de l'épiderme n'engendre pas la sottise. Et si on voit même dans l'islam, toute la symbolique islamique est noire. La Kaaba est noire, Hajj al-Aswad est noir. La première personne qui a élevé la voix de Dieu sur la Kaaba est un noir. Et le cheikh a conscientisé son peuple en disant que Bilal était plus adapté qu'Abou Sofiane et se sentait plus à l'aise qu'Abou Sofiane dans les messages que lui proposait Mohammed. Le cheikh Ahmadou Bamba nous a appris, lui qui a vécu 33 ans de privation de liberté avec les Français, il nous a appris comment vivre avec eux. Le système de Cheikh Ahmadou Bamba a dit tout simplement, la vie consiste à savoir ce qui t'appartient, ce que tu as de commun avec les autres et ce qui appartient à l'autre et qui ne te concerne pas. Tous les malentendus de notre planète résident sur ça. Petite explication. Le mouvement foi et pratique désigne en fait les tablirs. C'est le premier commentaire désobligeant du reportage. Elle les qualifie de fondamentalistes. Elle a peut-être touché 10 francs de l'époque pour avoir placé ce mot-clé. Malgré tous les défauts de ce mouvement, c'était le premier à avoir massivement appelé à l'islam les jeunes des quartiers, les non-musulmans et les Français de souche. Le documentaire fait ensuite un parallèle en nous montrant une confrérie soufie mouride, pour en faire bien sûr l'apologie. Alors qu'on présente aujourd'hui l'islam de plus en plus comme un bloc radicalisé, la démarche de l'époque était différente. On valorisait l'éclatement de l'islam sunnite en de multiples branches. À s'organiser en amont, certes, mais la prise en compte des problèmes de l'immigration sur le terrain permet à certaines associations cultuelles de créer les bases d'un pouvoir local. Des écoles coraniques au centre culturel, les initiatives de gestion sociale se multiplient. Comme dans les cités nord de Marseille, où l'islam parvient parfois à exorciser les vieux démons de la délinquance. Un certain nombre de jeunes, ce que vous voyez derrière vous, bon, c'est des jeunes qui sont sortis de la drogue, qui sont sortis de la délinquance, et Dieu merci, bon, maintenant, c'est des jeunes qui se retrouvent dans l'islam. C'est aussi un moyen d'organisation. Comme vous savez, l'islam, ce n'est pas que l'aspect culturel, l'aspect pratique, c'est-à-dire les 5 piliers, c'est-à-dire la prière, le ramadan, etc. C'est aussi l'aspect social, organisationnel, c'est-à-dire la solidarité entre eux. Vous savez, dans cette cité, là, heureusement, on a échappé belle parce qu'il y en a beaucoup de pratiquants. Là, vous voyez que certains jeunes, une dizaine, mais il y en a plusieurs. Hein. Celui qui est là, on ne le voit pas, c'est vrai, on ne l'entend pas, mais pourtant il est tout le temps là quotidiennement. On est programmé les humains, on n'est pas dirigé, on est programmé par lui.
Alors tu peux faire le beau, tu peux dire c'est moi le plus fort, le plus grand, mais le jour que tu retourneras chez lui, tu payeras tout. Et c'est ça qu'on a dans l'esprit, au fond de nous, les plus de 2 milliards de musulmans sur Terre, de bien se comporter, être bien avec les Français qu'avec les Juifs, que les chrétiens que les Espagnols, avec ses parents, avec les enfants, avec les vieux, avec les petits, avec les beaux, avec les laids, être bon avec tout le monde. Politique, ça je ne peux pas entendre parler ça. Ouais, c'est ça nous les jeunes. Pourquoi Écoutez, psychologiquement, je vais vous expliquer le réel problème très profond. Pourquoi nous sommes revenus à nos souches? Pourquoi nous sommes revenus à nos coutumes? Pourquoi nous sommes revenus à notre religion, nous les Français musulmans? Les jeunes, les Occidentaux nous appellent comme ça, les Français musulmans. Parce qu'on ne veut plus entendre parler de Le Pen, ni de politique, ni de Chirac, ni de Mitterrand, ni de Gorbatchev, ni de socialisme, ni rien du tout. La mosquée, on va entendre ce qu'il dit Dieu dans le Coran. C'est le juste des plus justes, c'est le pur, c'est l'inconnu, c'est l'éternel. C'est probablement le passage le plus saisissant. C'est inimaginable de nos jours sans être interrompu. On a d'abord la valorisation de l'islam comme outil d'éradication de la délinquance, alors qu'on nous parle aujourd'hui de l'alliance fantasmée entre imams et trafiquants. Ensuite, on a un exposé du tawhid par un jeune maghrébin, un jeune musulman qui s'exprime d'ailleurs correctement de façon articulée. Ce jeune croyant dénonce même les politiques, y compris la gauche, les pseudo-amis des musulmans. Pour le dernier passage, je vous laisserai juge. Vous reconnaîtrez probablement un discours qui a traversé le temps. Je veux dire, je n'applique pas le Coran et tout ce qui est dit, mais je crois, oui. Pratiquer, non, il y a certaines choses que, chez moi, que ma mère nous a enseignées, mais ceci dit, on fait un petit tri parmi ce qui nous arrange le plus. الصلاة هي الأولى في الإسلام. لا الصلاة أنا شت الإيمان الصلاة رمضان الحج والزكية. الإيمان هذاك اللي هو مؤمن خالص يكون عنده الإيمان ماشي 5 واجبات هذيك. Alors quelle conclusion? D'abord, le ton du documentaire est sobre et globalement impartial. La parole est donnée à des musulmans de milieux sociaux divers. Personne n'interrompt les interlocuteurs ou ne les méprise. On n'a pas non plus de cris d'orfraie pour des poupées sans visage ou de musique d'ambiance pour surjouer la menace islamiste. Un non-musulman qui regardait ce reportage pouvait peut-être dépasser ses préjugés et s'intéresser à l'islam. Vous constaterez qu'il n'y a quasiment aucun témoignage de convertis qui sont absents du documentaire. C'est dire l'évolution de la communauté dans le pays. Une semaine après ce reportage, c'est néanmoins le début d'un long épisode de polémique ridicule. 3 élèves musulmanes sont exclues du collège de Creil dans l'Oise. Elles refusent d'enlever leur voile en classe. La question posée est celle du contrôle de l'information. Ne faudrait-il pas nous-mêmes créer des documentaires et des reportages sur l'islam et les musulmans? وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ